Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui est donc la troisième partie du cours G1, Territoire du quotidien pour les CAP première année. Vous pouvez retrouver tous les cours bien sûr sur le site internet, la page Facebook, la chaîne YouTube. Je vous mettrai tous les liens dans la description de la vidéo. N'hésitez pas à mettre des commentaires si vous avez des choses qui ne sont pas claires ou si vous avez des questions. Alors, sur la deuxième partie du cours, on s'était arrêté sur cette diaporama-là, c'est-à-dire schématiser son propre territoire du quotidien. Et le cours s'arrêtait là. Nous allons donc passer maintenant à la troisième partie du cours qui est sur votre cours polycopié à ce moment-là. Voilà, j'espère qu'on voit bien. Euh, sur une phrase qui commence par les modifications de la structure économique. Alors, on a vu donc notre territoire du quotidien, notre espace perçu, notre espace vécu. Eh bien, en fait, la ville de Rouen, comme toutes les agglomérations françaises, c'est une ville qui s'étend notamment grâce aux mobilités qui sont accrues, grâce à la révolution des transports et les nouvelles technologies et les transports qui sont de plus en plus efficaces. Donc, on a ce qu'on appelle une périurbanisation. Périurbanisation, vous pouvez noter la définition ici, c'est une urbanisation, donc le fait que la ville se développe, mais autour des villes. Pas vraiment dans la ville, mais autour des villes, près des campagnes. Donc ça donne quelque chose comme ça. Vous voyez ça, par exemple, c'est Saint-Jean-du-Cardonnet, autour de Rouen. On appelle ça la périurbanisation, c'est un mot spécial, on ne dit pas vraiment que c'est de la campagne, parce que les gens qui vivent ici, à Saint-Jean-du-Cardonnet, eh bien, ce ne sont pas des ruraux, ce ne sont pas des gens, des campagnards, ce sont des gens qui travaillent en ville, souvent, qui travaillent à Rouen ou dans l'agglomération, la métropole de Rouen. Les enfants, ils vont à l'école à Rouen, les gens vont au cinéma à Rouen, ils font leur shopping à Rouen, ils font leur sport à Rouen, etc. Donc, ce n'est pas vraiment des gens qui vivent dans la campagne, ce sont des périurbains. Péri, ça veut dire autour. Donc vous pouvez noter ici la périurbanisation, ça se développe de plus en plus et ça fait que les villes, elles s'étalent, et elles s'accroissent. Et les gens aujourd'hui, ils n'hésitent plus euh, à aller de plus en plus loin pour avoir la tranquillité, pour avoir un espace plus grand, pour avoir une maison avec un jardin, etc. Et du coup, ils font de plus en plus de transports longs de leur domicile à leur travail. C'est ce qu'on appelle les migrations pendulaires, c'est-à-dire une migration qui dure une seule journée, qu'on fait sur une journée. Euh, il y en a de plus en plus, et si vous regardez bien, eh bien nous, Rouen, Paris, on est une des plus grosses migrations pendulaires. La flèche, le trait, il est quand même assez épais. Il y a des gens tous les jours qui font ces migrations pendulaires. Et ça, c'est un document qui date de 2006, donc il est un petit peu vieux. Si on prenait, j'en ai pas trouvé un plus récent, il faudrait que je recherche, mais si on prenait aujourd'hui, ça serait encore plus gros les chiffres. Moi, par exemple, quand je travaillais à Paris, tous les jours, je prenais le train le matin à 5 heures du matin. Le train, il était plein. Et le train d'après, il était plein. Même parfois, j'étais assise par terre. Je corrigeais les copies par terre dans le train. Donc ici, on voit les migrations pendulaires qui sont très fortes. Reims-Paris, Lille-Paris, Rouen-Paris, Nantes-Paris. Vous avez même Lyon-Paris, Marseille-Paris. Oui, il y a des gens tous les jours qui vont faire Lyon-Paris. Ça met 2 heures. Ils habitent à Lyon, ils travaillent à Paris. Et on ne le voit pas sur cette carte, mais vous pouvez avoir aussi des gens, il y en a beaucoup qui font Paris-Londres ou Londres-Paris. D'accord? Les gens préfèrent aller habiter plus loin, faire 1 heure, 2 heures de transport, mais au moins quand ils rentrent chez eux, voilà, ils ont une maison peut-être plus grande que s'ils habitaient directement dans l'agglomération. Ils ont un petit bout de terrain, ils ont un jardin, etc. Donc ça, il y en a de plus en plus. Alors, votre territoire du quotidien, il va évoluer au cours de votre vie, bien sûr. D'abord, ça va être le territoire quand vous êtes chez vos parents, votre maison familiale, et puis ça va être ensuite les lieux où vous allez aller, votre école, votre collège, votre lycée, votre CFA, là où vous allez chez votre patron, là où vous allez monter votre entreprise, là où vous allez travailler, là où vous allez avoir vos loisirs, vos sports, etc. Donc, votre territoire du quotidien, il ne sera jamais le même toute votre vie. Il va changer. Une fois que vous avez donc vu ces territoires, nous allons passer au petit b, une imbrication des échelles géographiques qui modifie les besoins. Alors, si on rajoute les échelles locales, les échelles régionales et la pratique quotidienne qu'on a aujourd'hui dans un monde qui est de plus en plus mondialisé, c'est-à-dire qui est de plus en plus connecté
avec tous les endroits du monde, grâce au réseau, par exemple, aux réseaux sociaux, ou grâce à des communautés. Vous avez beaucoup d'Indiens, par exemple, qui vivent en Angleterre ou même en France et qui envoient des informations à leur famille en Inde, qui communiquent avec eux, et ça crée un réseau comme ça très connecté. Vous avez beaucoup de marques de produits internationaux aujourd'hui dans le monde, dans les grandes surfaces. Donc aujourd'hui, c'est très difficile de tracer vraiment quel est notre territoire familier à nous, Français, Européens ou Rouennais, vraiment notre territoire du quotidien, puisqu'on a des influences qui viennent du monde entier. Alors, les demandes et les besoins des habitants, eh bien, elles changent, elles évoluent avec l'époque. Et du coup, les autorités, les acteurs de l'aménagement du territoire, ils doivent toujours améliorer en permanence les connexions de la population avec les réseaux mondiaux, parce qu'il y a une demande croissante de proximité. Donc, on doit améliorer toujours le TGV, par exemple, les lignes de chemin de fer, les liaisons en avion, etc., pour que les gens puissent de plus en plus bouger. On demande aussi beaucoup de proximité. C'est un peu paradoxal, mais on demande à être connecté avec le monde, mais on demande aussi de plus en plus de proximité. Donc on a besoin, par exemple, que son artisan, vous devez vous en rendre compte, soit ouvert plus de jours ou plus tard. On a besoin que la supérette du coin soit ouverte peut-être à d'autres moments. On a besoin voilà, de services qui soient plus accessibles, la poste, la police, à des horaires un peu plus pratiques. Et donc, dans ce contexte, les gens qui aménagent le territoire, eh bien, ils ont de plus en plus d'enjeux. Ils doivent résoudre de plus en plus ces questions. Donc, on passe au grand 2, les acteurs de l'aménagement du territoire. Donc, il existe différents acteurs de l'aménagement du territoire et ces acteurs, ils sont exactement reliés aux échelles que vous avez appris dans votre atelier sur les échelles en géographie, les cercles inclusifs. Donc, ici, on se rend compte que les gens qui aujourd'hui agissent sur le territoire, eh bien, on commence tout bas par les communes, par exemple la ville de Rouen, puis les intercommunalités, donc les métropoles, les intercommunalités, puis les pays. Alors faites très attention ici, le mot pays, ça ne veut pas dire France. Ça veut dire pays dans le sens pays de Bray, pays de Caux, vous voyez, en Normandie. Donc c'est plutôt des espèces de petits territoires, petites régions, je dirais, mais région c'est pareil, ça vous allez confondre avec région. Donc pensez plus à territoire. Hein, pensez pays de Bray, pays de Caux, ça va vous aider. Ensuite, le département, la région, l'État, là pour le coup c'est vraiment le national, la France, et puis en haut l'Union européenne. Bien pas, je vais vous donner un exemple très simple. Par exemple, le CFA dans lequel vous avez vos cours, ici à Rouen, le CFA Simone Veil, eh bien quand on l'a construit, ça a demandé plusieurs millions d'euros, eh bien il y a de l'argent qui est venu de tous ces acteurs. La ville de Rouen a mis de l'argent. La métropole de Rouen, donc l'intercommunalité, a mis de l'argent. Pays, du coup, je ne sais pas s'il y a eu autre chose. En tout cas, le département de Seine-Maritime, c'est sûr, a mis de l'argent. La région, la France, et il y a aussi de l'argent qui est venu de l'Union européenne. Vous avez des choses qui sont construites dans le CFA grâce à l'argent de l'Union européenne. Voilà, donc ici, on a bien tous les acteurs de l'aménagement du territoire et c'est un exercice que vous pourrez refaire en atelier où je vous remets ce schéma sans les mots et ça sera à vous de les retrouver. Alors, on va noter simplement ce que c'est que l'intercommunalité parce que du coup, on en parle régulièrement dans les acteurs du territoire. Donc, c'est une coopération entre communes. Elles se regroupent au sein d'un établissement public qu'on appelle une intercommunalité. Par exemple, dans les petits villages, vous avez des intercommunalités pour ouvrir une école. Il y a plusieurs villages qui se mettent ensemble pour créer une école, avoir une classe de CP dans le premier village, une classe de CE1 dans le deuxième village, une classe de CE2 dans le troisième village. Ils font ça parce que sinon, ils ne pourraient pas avoir d'école du tout. Si on prenait que les enfants de chaque village, il n'y aurait aucune école dans aucun village. Donc ils se réunissent ensemble, ils gèrent ensemble la cantine, je sais pas moi, les transports scolaires, etc. Alors, une fois que vous avez écrit la définition de intercommunalité, je vous demande, je vous ai fait un petit paragraphe dans le cours qui explique les différents types d'intercommunalité et les noms qu'elles ont pris au fur et à mesure du temps, mais
c'est pas forcément à apprendre par cœur. Par contre, ensuite, je vous demande une recherche. Je vous demande quelles sont les intercommunalités sur votre territoire. C'est-à-dire, vous habitez dans quelle intercommunalité? Donc, c'est très simple. Vous prenez votre téléphone, vous allez dans Wikipédia, vous tapez le nom de votre ville ou de votre village et vous allez voir. Bon, attendez, je vais vous montrer. Je vais taper Rouen. Voilà, dans Wikipédia. Hop, je vais sur la page Wikipédia. Et sur la page Wikipédia, vous allez avoir l'intercommunalité. Je ne sais pas si on voit rien du tout. Là, vous voyez intercommunalité et ça vous donne votre intercommunalité. Donc ici, ça s'appelle Métropole Rouen-Normandie. Donc si vous habitez à Rouen, vous notez dans votre cours quelles sont mes intercommunalités, Métropole Rouen-Normandie. Et vous tapez comme ça le nom de votre ville et vous regardez l'intercommunalité. Quel est le nom de votre intercommunalité? Vous vivez tous dans une intercommunalité aujourd'hui, sans le savoir. Voilà, une fois que vous avez trouvé, vous le notez. On va voir donc petit b, les acteurs privés et les citoyens de plus en plus présents. Voilà. Donc là, on a vu les acteurs, on va dire, politiques, c'est-à-dire le maire, la région, le conseil régional, le président de la République, l'Union européenne, ce sont des acteurs politiques, mais pour aménager le territoire au quotidien, il n'y a pas que les acteurs politiques, il y a aussi les entreprises privées. Une entreprise qui décide de venir s'installer à Rouen, de construire un entrepôt, de travailler sur Rouen, et ben, elle aménage aussi le territoire sur la ville de Rouen. Donc les petites entreprises, les artisans, vous-même, vous êtes acteurs de l'aménagement du territoire. Et il ne faut pas oublier les citoyens. Les citoyens sont aussi des gens qui agissent sur l'aménagement du territoire, et notamment quand ils ne sont pas d'accord avec un aménagement. Ici, vous avez une photographie qui est donc une photographie qu'on peut retrouver dans le journal Sud-Ouest de 2017. Ce sont des citoyens qui se sont réunis à Bordeaux pour lutter contre le nucléaire, qui refusent la construction d'une centrale nucléaire, avec Greenpeace, qui est une organisation non gouvernementale. Voilà, donc on voit ici des gens qui manifestent. Ce sont des citoyens comme vous et moi, hein, qui manifestent et qui ne sont pas d'accord pour faire construire cet aménagement-là nucléaire. Donc n'oubliez pas que les citoyens sont aussi des acteurs de l'aménagement du territoire. Par exemple, à Nantes, il y avait un projet d'aéroport qui a été refusé par une partie de la population. Et c'est des gens qui ont manifesté pendant très longtemps en occupant la zone dans laquelle devait être construite l'aéroport. Eh bien, ça n'a jamais été construit. Donc vous voyez que les citoyens ont aussi un poids dans l'aménagement du territoire. Et donc, le grand 3, les grands enjeux, la compétitivité, la cohésion et la durabilité. Alors, aujourd'hui, quand on aménage un territoire, on essaye le plus possible de le faire en concertation, c'est-à-dire de faire se rencontrer les différents acteurs qui vont être sur ce territoire pour qu'ils soient d'accord pour aménager ce territoire, essayer de trouver des compromis, etc. On appelle ça des ZAC, zones d'aménagement concerté. Ici, vous avez l'exemple de la ZAC de la Sablonnière. Sur les ZAC, vous allez trouver donc des entreprises comme ça, avec des entrepôts, mais vous pouvez aussi trouver des petits terrains comme ça, on pourrait appeler ça des petites prairies aujourd'hui. Vous allez trouver parfois des réseaux de transport, vous allez peut-être trouver un peu d'habitation, mais voilà, ce sont des zones comme ça aménagées avec une concertation. Et vous avez un document comme ça pour l'examen oral du CAP sur la ZAC de Marseille, si vous voulez prendre ce document-là pour l'examen. Et puis, autre chose qui est très important aujourd'hui, quand on aménage les ZAC, etc., il faut bien sûr penser au réseau de transport. C'est une infrastructure très importante, les transports. Ici, je vous ai mis l'exemple du réseau Astuce. On voit que le réseau de Rouen, il est quand même très développé. Il va quand même assez loin. Moi qui n'ai pas de voiture, je peux vous dire que il est plutôt bien fait parce que j'arrive à aller à peu près n'importe où avec les transports en commun, même quand je vais dans vos entreprises, dans les visites d'entreprise, etc. C'est plutôt assez bien fait. Ici, je vous ai mis un exemple d'aménagement, c'est l'Opéra de Rouen, le Théâtre des Arts, qui, voilà, encore une fois, ce sont des aménagements qui sont faits par les acteurs du territoire, mais vous êtes acteur de cet aménagement parce que vous y allez,
vous créez une demande et ça fait vivre aussi ces aménagements. C'est un exemple parmi d'autres. Ici, je vous ai mis le schéma du développement durable, puisqu'aujourd'hui, quand on développe une ville, quand on aménage une ville, eh bien, on essaye de l'aménager le plus possible de façon durable. Alors, durable, attention, souvent on a tendance à croire que ce n'est que écologique, ce n'est que pour l'environnement, mais pas du tout. Durable, ça veut dire que c'est en même temps économique, écologique et social. Je vais vous donner un exemple pour que vous compreniez un peu ce que ça veut dire, ce développement durable. Par exemple, imaginons que vous voulez faire, vous êtes boulanger, vous voulez faire un croissant qui soit plus un croissant économie durable. Du coup, vous dites, je vais utiliser des farines de chez moi, de la Normandie, très proche du meunier d'à côté, pour éviter d'avoir des farines qui viennent de trop loin et pour éviter le, l'empreinte carbone. Vous, vous allez acheter cette farine plus chère peut-être que celle que vous achetiez d'habitude. Donc, vous allez faire un croissant plus cher. Alors, au niveau environnement, c'est bon, vous êtes dedans, ça marche. Au niveau économie, vous, c'est bon, vous gagnez toujours de l'argent sur votre croissant, vous en vivez toujours. Par contre, il est plus social, votre croissant, parce qu'il est devenu trop cher et il y a plein de gens qui ne pourront plus l'acheter. Donc, c'est pas durable. Inversement, si vous dites, je veux que mon croissant, il soit toujours au même prix, comme ça reste social, mais que vous n'arrivez plus à en vivre parce que votre farine, elle vous coûte beaucoup, beaucoup plus cher, eh bien c'est pareil, ça sera juste vivable, mais ça ne sera pas durable. Pour que ce soit durable, il faut vraiment qu'il y ait les trois. Et donc c'est compliqué aujourd'hui de faire du développement durable, c'est des vraies questions, c'est des vrais enjeux de société, c'est un vrai enjeu du 21e siècle, de réussir aujourd'hui à faire du durable et à faire des villes durables, c'est-à-dire à construire des appartements qui soient pauvres en énergie, qui ne demandent pas beaucoup d'énergie, qui ne consomment pas beaucoup, qui soient en même temps pas trop chers pour que les gens puissent les acheter pour que ce soit social et qui en même temps puissent rapporter de l'argent à la personne qui a construit, au promoteur immobilier pour que ce soit réellement durable. Donc ces quartiers aujourd'hui qu'on appelle durables, qu'on construit dans les villes, on les appelle des écoquartiers. Les écoquartiers, ce sont des quartiers de ville voilà, qui sont conçus de façon à être durables. Vous notez la définition, hein, vous mettez pause, vous n'hésitez pas. Et je vais vous montrer du coup un écoquartier. Vous pouvez le mettre dans votre définition en dessous si vous voulez un exemple. C'est le quartier ici, hein, on reste sur notre territoire du quotidien. C'est le futur quartier de la métropole de Rouen qui s'appelle l'écoquartier Flaubert. Alors pour vous repérer un petit peu, ici vous avez la cathédrale. Ici c'est la rive droite. Nous le CFA on est quelque part là-haut là. Et ici c'est la rive gauche, Saint-Sever est par là. D'accord. Et la Seine est dans ce sens-là. Là vous avez le pont Flaubert. Donc voilà ce quartier ici qui va ressembler à ça, hein, qui est en projet, commence à être construit. Voilà, un écoquartier avec donc des arbres. On essaye de privilégier les vélos, les piétons. On fait des bâtiments bien isolés pour que ça ne demande pas trop d'énergie. On met des panneaux solaires, on met du bois. Voilà, on essaye de mettre le plus possible de choses pour que ce soit des quartiers, des écoquartiers, quartiers qui respectent le développement durable. Donc voilà, c'est un futur projet sur la ville de Rouen qui est en train d'être construit. D'ailleurs, quand vous passez ici, souvent, vous voyez, il y a des grands panneaux écrits ici, bientôt, projet écoquartier Flaubert. Vous ferez attention quand vous passez dans ce quartier. C'est pas très loin du commissariat de police. Donc voilà pour les écoquartiers. Alors, je vous montre ensuite ce document qui n'est pas dans votre cours papier, mais qui peut être intéressant le jour de l'examen. C'est un document qui vous montre les principaux risques qui existent sur la ville de Rouen et qui sont aussi un enjeu de développement et d'aménagement du territoire. Donc on va écrire dans chaque petite bulle, ça s'appelle une mind map, les différents risques majeurs sur la ville de Rouen. Alors, vous pouvez écrire dans le bleu, un des risques majeurs de la ville de Rouen, c'est les inondations, puisqu'on est en bord de Seine et que parfois on a des inondations il y a quelques années. Pas très longtemps, la Seine avait vraiment débordé sur les quais. On ne pouvait plus aller dans les bars et les restaurants qui étaient sur les quais parce que c'était plein d'eau. Donc ici, vous pouvez mettre inondation. Et le mieux, c'est de faire un petit dessin à côté pour bien mémoriser. Donc, j'allais dire, vous écrivez, non, vous n'écrivez pas puisque vous ne l'avez pas sur votre feuille. Donc, c'est moi qui le fais. Ici, c'est inondation. On peut avoir aussi des tempêtes, comme la grande tempête de 99 qui avait fait sauter une partie du toit de la cathédrale, par exemple.
Ici, on peut mettre les cavités souterraines. À Rouen, on est une région en Normandie où on a beaucoup de cavités souterraines, c'est des espèces de grottes, en fait, qui font que parfois ça peut s'écrouler. Si un jour votre maison descend d'un étage, vous saurez pourquoi. Ici, on peut mettre les explosions d'usines, hein, comme il y a eu le cas l'année dernière avec Lubrizol. Ici, vous pouvez mettre le risque de transport de matières dangereuses. Un transport de matières dangereuses, c'est le cas quand il y a eu l'incendie sur le pont Mathilde. Hein, c'était des camions qui transportaient des matières inflammables qui se sont enflammés et qui ont brûlé le pont Mathilde, hein, qu'on a dû refaire. Et puis le dernier, c'est les éboulements de falaises, puisque vous avez des endroits à Rouen où il y a des falaises, ce qu'on appelle des falaises mortes. Et du coup, il pourrait y avoir des risques d'éboulement. Vous ferez attention quand vous passez, par exemple, vers le quartier de l'ancien CFA. Le CFA Saint-Paul, vous avez des falaises mortes et vous avez des grillages qui tiennent la falaise. Au cas où, on ne sait jamais. Bien sûr, après, il existe les risques sanitaires. On est en plein dedans, donc vous savez ce que c'est. Et il existe des risques humains. Dans ce cas-là, c'est des risques d'attentats terroristes ou nationalistes. Ou voilà. Ça peut être aussi ça, les risques majeurs dans une ville. Et quand on aménage une ville, eh bien, il faut penser aussi à ces risques. Ce sont on pourrait dire, ce sont des faiblesses. Là, on a vu tous les atouts de la ville de Rouen, mais il faut penser aussi à ces faiblesses. Et puis enfin, vous avez votre conclusion. Donc, vous pouvez noter, je vous le dicte, n'hésitez pas à mettre pause. Nous avons donc vu comment est aménagée la ville de Rouen, le territoire du quotidien. Quels sont les acteurs à différentes échelles qui interviennent sur ce territoire et quels sont les atouts et les faiblesses de cette ville. Vous mettez un point. Nous avons vu les enjeux du développement durable et de la mondialisation sur l'aménagement d'une ville du quotidien. Voilà. Le cours s'arrête ici, c'était la troisième partie. Pour réviser votre contrôle, donc vous regardez bien les 3 parties. Si vous avez manqué une des parties en cours, bah voilà, les vidéos, elles sont là pour ça. Ces vidéos peuvent aussi être utilisées par d'autres élèves qui ne m'ont pas en cours. Après, là, pour le coup, c'est vraiment un cours très particulier puisque c'est sur Rouen, mais n'hésitez pas pour les autres cours, vous pouvez regarder aussi les vidéos, même si vous n'êtes pas au CFA Simone Veil. Je serais ravie que ça puisse aider d'autres élèves. Voilà, je vous dis ciao!